vos questions. On va passer la parole maintenant à Fabien. Fabien, si tu peux y aller. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que tu m'entends bien, Jean-Baptiste? Je t'entends très bien. Je me permets de te tutoyer comme Sylvain Laverne. On a été un petit peu compagnons de route aussi bien dans des activités d'enseignement que de recherche quand on était à Cachan. Je te remercie. Effectivement, je vais rejoindre les remarques de mes collègues rapporteurs. Je te remercie vraiment pour la clarté du document. Un gros esprit de synthèse qui est pas toujours évident à avoir après 3 ans de recherche sur un tel sujet et une telle complexité de sujet. Donc ça, je trouve le document assez remarquable pour ça. Très agréable à lire et puis effectivement des figures d'une très grande précision. Même si tu sais que le mot précision, je ne l'aime pas. Alors, j'avais bon nombre de questions qui me semblaient bien intéressantes, mais finalement, elles ont semblé également intéressantes pour mes collègues rapporteurs. Donc, mais finalement, j'en ai un peu moins qu'au départ. Ouais, j'avais des questions sur la combinatoire. Effectivement, quel combinatoire mais ça, tu l'as répondu avec la question de Sylvain. Et puis effectivement, aussi des questions sur les sensibilités des erreurs et des effets des erreurs dans l'espace de travail en extrémité outil sur une structure ou bien l'autre que tu as étudié. Alors, je reprends au niveau du premier chapitre. À un moment donné, dans ton contexte, tu parles justement du déléminage du CFRP et que du coup c'est des choses qui font qu'on adopte des stratégies de perçage orbital et puis que le délaminage a des grosses conséquences sur le matériau sandwich type empilage de plaques titane CFRP. Est-ce que tu as trouvé d'autres choses, notamment dans les travaux de Brinks-Meyer, justement sur ces problématiques d'usinage de matériaux sandwich? Il y a pas mal il y a beaucoup de soucis justement à usiner un matériau comme ça. De ce que je me souviens de mon étude, il y a du coup le délaminage qui est un peu problématique au niveau du composite. Il y a le problème de la thermique au niveau du titane qui étant donné qu'il est collé à du composite, il n'en parle pas trop, mais on peut avoir une ruine du composite à cause de la chaleur. La remontée des copeaux qui vont aussi, soit les copeaux, selon le sens de l'usinage, si on perce en dernier le titane, les copeaux de titane qui vont abîmer le composite et ou l'aluminium. C'était pas trop c'est pas le centre de mon sujet, mais il y a plein de problématiques au niveau de l'usinage. Oui. Ok, et effectivement, on ne peut pas tout faire dans une thèse, mais l'usinage est une thématique que j'ai abordée depuis quelques temps là, et effectivement, les problématiques de thermique dans ces empilages-là est prédominante par rapport à du délaminage de matériaux composites. Est-ce que tu peux revenir sur ta diapo où tu présentes le laser tracker dans le chapitre 2,
tu nous parles d'une résolution du laser tracker et j'ai pas très bien compris ce que tu entends par résolution. Alors, dans le chapitre 2, le laser tracker. Tu nous parles, je l'ai noté, hein, tu nous parles d'une résolution de 15 microns, Oui, plus ou moins 0,6 micromètres par mètre. il ne doit pas y avoir un plus ou moins, ça doit être un plus. 6 micromètres par mètre, bah, c'est plus on s'éloigne du laser tracker, plus la résolution va baisser, puisque on va avoir des phénomènes optiques qui vont impacter la mesure de Donc, en distance fait, à l'interféromètre. La marque, le constructeur du laser tracker Oui. annonce une résolution qui est fonction de la distance. Oui. Ok, parce que souvent on a coutume de parler d'incertitude de mesure avec un plus ou moins Oui. une distance en micromètres par mètre. Et ok, j'avais pas vent de ça d'un point de vue laser tracker et surtout une annonce de résolution sous ce format-là. Mm. Ok. Qu'est-ce que tu en penses avec un peu de recul là, du montage du laser tracker devant la machine? Est-ce que finalement tu considères que tes mesures, l'écart que tu mesures entre ton point théorique issu de ton modèle géométrique et de ton point réel dans l'espace de travail de la machine, est-ce que cet écart-là, tu l'imputes seulement à la structure, seulement à la géométrie? Comme je l'ai un petit peu annoncé tout à l'heure avec la question de Sylvain, il y a aussi du coup, les effets dynamiques. Il va y avoir forcément les effets, tous les effets qui sont annoncés par Pritchot au niveau de la triptéore. Du coup, tout ce qui... les erreurs de suivi, les erreurs de transformation, les erreurs thermiques, la pesanteur. Mais on va aussi avoir du coup, les problèmes liés au capteur en lui-même. Du coup, la justesse et la répétabilité, pour ne pas dire précision. Mais il va y avoir aussi tout ce qui s'est passé pendant que je faisais mes mesures dans l'atelier. Qui, si je me souviens bien, au moment où j'ai réalisé les mesures, on était en train d'installer une machine-outil. Du coup, il y a plusieurs paramètres qui vont impacter mes mesures à différentes grandeurs. Je ne l'ai pas quantifié. Je n'ai pas quantifié cette... est-ce que tu envisagerais, du coup, si tu pouvais refaire la manip, là, est-ce qu'on pourrait envisager d'embarquer le laser tracker, non pas sur son piétement tel que tu l'as présenté sur la photo, là, mais de l'embarquer directement au sein du volume de travail? Ce qui, par ailleurs, avait été fait dans des précédents travaux au LURPA avec un laser traceur. Je suis pas sûr que l'espace de travail de la machine soit suffisant pour pouvoir mettre l'espace disponible dans la machine pour pouvoir mettre en place le laser tracker. Ok, parce que du coup, tu vois, ça c'est des en termes de mesures. Alors, ça n'a pas été le gros de ton travail. Le gros de ton travail, c'est vraiment ton chapitre 2, 3 et 4 sur ta modélisation nominale et ta modélisation biaisée. Mais ces problématiques de mesure, pour revenir aussi sur la sensibilité et l'identificabilité de tes paramètres, comme le soulignait Stéphane Caro, les sources de perturbation qui viennent de l'environnement, elles peuvent être minimisées, et notamment à Lille, sur le campus arts et métiers de Lille. Ça, c'est des choses que j'avais étudiées bien avant mon arrivée à Lille. Je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, loin de là. Il y a des travaux de Diolet, Laousse et puis Leleu sur justement de la mesure sur une structure polyarticulée. Et
moi, je parle également de structure polyarticulée. Alors ça, c'est le côté normatif qui veut ça, hein. La norme sur la précision des machines-outils parle de boucle structurelle, d'une structure. Justement, ils font l'état de l'art de tout ça. Donc, ça pourrait être bien si quelqu'un reprend tes travaux, d'aller gratter un petit peu les sources de perturbation dues à l'environnement, comment on pourrait mettre en place une architecture mesurante pour justement minimiser la sensibilité des sources de perturbation qui viendraient amener de la sensibilité lors de ton identification. Et puis il y a des choses aussi qui ont été faites au LURPA il y a maintenant quelques années. Je citerai pas le nom. Et du coup, justement, je rebondis à un moment donné sur le chapitre 4, je me suis posé la question, mais voilà, est-ce que tu as eu le temps de regarder ce qui s'était fait dans la communauté française sur de la modélisation et de l'identification, aussi bien de structures parallèles, que ce soit une machine-outil ou que ce soit un robot anthropomorphe, et sur de la structure sérielle, notamment sur des machines-outils. Toi, il y a peut-être un petit complément à faire sur cette biblio-là, entre guillemets en interne, au sens francophone du terme. Ouais, j'ai pas véritablement fait. J'ai les grands éléments de la littérature. Enfin, j'ai pas vraiment poussé sur l'aspect francophone de la littérature. Ok. Dans ton chapitre 4, au niveau des différentes contraintes, alors j'ai noté la page, je vais y retourner pour éviter de faire tourner tes pages de ton côté. Effectivement, tu parles des contraintes d'orthogonalité entre axes, de parallélisme entre axes, de concurrence de certains axes pour pouvoir amener des conditions analytiques sur ton modèle géométrique. Et finalement, j'ai une question purement pratico-pratique, hein. C'est de comment ces conditions géométriques elles sont respectées. Alors on a parlé de jeu un peu avant, mais est-ce que tu as pu ou tu aurais pu avoir le moyen de faire une mesure? À un moment donné, tu parles d'un angle de 6,84 degrés. Et j'aurais voulu savoir si ça c'est dû à ton identification. Est-ce que tu as identifié ce paramètre de 6,84 degrés, un écart de parallélisme? C'est de l'identification. Est-ce que tu as enlevé la jupe, toi, est-ce que tu as pu enlever la jupe là, du triptéor et puis d'aller regarder d'aller essayer de mesurer ce 6,84, parce que j'ai envie de dire à l'œil 6,84 degrés, alors les 84 on passe à côté, oui. Hein, mais 6 degrés ça peut se voir, ça peut vite se voir quand même. Comment dire, la disposition de la machine fait que ça va être très très complexe d'aller voir justement à ce niveau-là. Est-ce que je l'ai... Est-ce que je l'ai pas très loin? Parce que ça va se trouver à ce niveau-là, le 6,84. C'est actuellement dans une zone assez inatteignable. On pourrait le voir sans forcément, comme tu l'as dit, enlever la jupe de la machine, mais j'ai pas pensé à aller le voir, ça c'est sûr, et ça peut être assez dangereux, on va dire, d'aller voir aussi. Alors, en termes de dangerosité, à quel niveau? Physique.
D'accord. Mais on s'entend bien, machine éteinte, hein. Oui, non, mais oui, oui. Mais c'est derrière la machine avec faudrait aller voir. Je suis d'accord, mais Ok. j'ai pas vertige Ok, n'est ok. pas forcément très très aidant. J'aurais voulu revenir sur la diapositive où tu montres les deux zones de travail que tu as choisies pour mener l'identification avec effectivement le découplage entre la partie sérielle et puis euh, la partie parallèle. On y arrive. Là. Ah, c'est bon. Ouais, ok, merci. Euh, alors, pour compléter aussi la remarque de Sylvain, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir euh, des mesures qui non pas sollicitent une partie de la structure parallèle et puis l'autre partie qui est sérielle, mais des trajectoires qui vont simuler, enfin du moins qui vont solliciter eh ben, L'ensemble, ouais. un axe vraiment Ah. en majorité un axe ou un groupe d'axes, et puis que les autres soient j'ai envie de dire les plus statiques possibles. Je me souviens plus du jeu de données des paramètres articulaires, mais je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il y a des jeux de données où justement il y a juste une seule jambe qui... Bah, par exemple, pour le niveau de la partie parallèle, il y a vraiment juste une jambe qui bouge. Ok, et, ouais, et du coup, ma question là est est-ce que on aurait pu mener une identification parmi ta jacobienne avec ton rang de 50D, de 52, pardon, pour pouvoir extraire certaines équations, traiter une identification simplement sur ces équations-là, associées à la sollicitation de ta structure, et puis y aller de proche en proche, justement pour essayer de lever une éventuelle interdépendance entre erreurs dont soulignait Stéphane Caro tout à l'heure. J'ai pas... je me- Au niveau de l'identification, j'ai fait ce qui me semblait le plus simple, le plus rapide pour avoir des résultats assez rapides. J'ai pas forcément fait très attention à la méthode de résolution de l'optimisation. J'ai pris... Ok, ouais, c'est peut-être des choses Ouais. à noter pour la suite. Et puis solliciter aussi un maximum tes actes. Moi j'ai eu le problème sur une structure sérielle où en fait on a sollicité au maximum les axes. On a identifié, comme tu l'as fait, on avait supposé à l'époque que toutes les liaisons n'avaient aucun défaut au sens cinématique du terme. Donc une pivot elle tourne parfaitement rond et puis une glissière elle suit une droite parfaitement rectiligne. Et justement pour amener une validité de cette hypothèse-là, eh ben, on avait tenté de solliciter au maximum l'axe en question. Donc une liaison glissière, d'aller essayer de chercher la plus grande plage de mesure sur sa gamme. Ouais. Et du coup, là, la validité de dire, ben, j'ai un défaut qui est une constante, soit angulaire, soit métrique, et ben, à mon sens, avec le petit recul que j'en ai, c'est tu auras peut-être une identification et surtout une identificabilité qui sera plus vraisemblable que de le faire sur une toute petite zone, parce que du coup sur la toute petite zone tu te prends en plein dans le museau l'intégralité des défauts de liaison, de la cinématique de la liaison, et éventuellement même des jeux qui sont là pour du fonctionnel, mais
mais tu vas te les récupérer. Ouais, c'est l'inconvénient d'avoir les mesures au niveau du très très localisé dans l'espace de travail parce qu'on est, je ne sais plus, ouais, on est sur même allez, un peu plus de 40 cm alors que l'espace de travail est beaucoup plus grand, quoi. C'est vrai que... Et quelle est la vraisemblance d'annoncer des résultats au nanomètre ou à 10-1 nanomètre sur tes résultats? Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que génie mécanicien et avec le recul? J'ai pas encore tout à fait le recul sur ces valeurs-là, dans un premier temps. Et moi, je m'étais fixé comme objectif les valeurs obtenues par Kang, et sur son réseau de neurones, et sur la modélisation de Pöchler, et j'ai essayé d'avoir des écarts plus faibles. Voilà. Après, aller si loin après la virgule, c'était pas forcément nécessaire. Tu vois, effectivement, quand tu as déjà une résolution, alors j'ai encore un doute, hein. Pour le coup, je pense que tu commences aussi à me connaître. Je me pose aussi encore des questions sur ton 15 microns, plus ou moins 0,6 micromètres par mètre. Mais toi, tu as déjà une incertitude sur ton instrument de mesure qui est de 15 microns. Oui. Tu as les défauts de 20 000. un système mesurant qui est hors machine. Tu as une sensibilité lors de ton identification qui est là. On ne sait pas forcément ce qu'elle vaut et c'est loin d'être facile à résoudre. Ouais. Mais toi, ces valeurs-là sont peut-être à prendre avec des pincettes. Si tu annonces des résultats de défauts identifiés qui sont de l'ordre avec un ordre de grandeur au micron et puis au micro-radian, c'est amplement suffisant. Ouais. D'autant plus que tu vois, il y a plein de sources de perturbations qui viennent entacher ces valeurs-là. J'aimerais revenir sur le choix du trièdre. Vous avez choisi un trièdre dans l'espace de travail de la machine mené sur 4 points. Pourquoi avoir choisi 4 points? Moi, quand je construis un trièdre, de manière classique, j'ai besoin que de 3 points. Alors, le trièdre dont tu parles c'est du chapitre 5, on est d'accord? Ouais, pardon, c'est chapitre 5, c'est pour recaler tes mesures du laser tracker. C'est le souci en fait, c'est les mesures qu'a réalisé Kang en 2011. J'ai vraiment tout le paquet avec avec les 4 points. Après, moi, les mesures que j'ai fait au laser tracker, je le faisais avec 3 points. Pour avoir du coup l'origine, 2 axes, et le 3e axe est construit perpendiculairement. Ouais. Voilà. Ok. Parce que justement, ma question était dans ce sens-là, parce que on pourra avoir un 4e point pour reconstruire un repère et justement amener une certaine variabilité sur ce repère-là. Une sensibilité à la construction de ton repère de référence dans ton espace de travail. Ouais. Et puis la variabilité que tu vas avoir sur la construction de ton repère va forcément t'amener de la variabilité sur tes valeurs mesurées que tu as exprimées du coup dans le repère que tu as construit. Et puis t'amener encore une fois de la variabilité sur tes paramètres identifiés. Donc c'est pour ça que certains prennent non pas simplement que 3 points de mesure, mais 4 points de mesure pour construire un repère. Non, là c'est vraiment voire plus. Là c'est vraiment le fait que j'ai récupéré les mesures complètes. Ok, d'accord.
Et il s'était matérialisé où sur la table? Ton réflecteur, tu l'as positionné directement sur la table, là, sur ton berceau de Triptera? Alors, moi, pour mes mesures, oui. Pour mes mesures perso, alors, il y a, que je me souvienne, on a les rainures de la table de la Triptera. Il y a un centrage. Et si je me souviens bien, c'est ça qu'on fait sur la Triptera. Pour les mesures réalisées par Kang, il avait du coup la cible du laser tracker positionnée sur la broche, et en fait il faisait des déplacements en répertoriant les positions de la cible dans l'espace dans le repère du laser tracker et dans la commande numérique avec les paramètres articulaires. Ok, donc en fait, il y a un couplage entre la construction de son repère de référence dans l'espace de travail, puisque il était basé sur un point extrémité de l'effecteur de la structure. C'était pas un point fixe posé dans la structure. Typiquement, tel que tu pourrais identifier des coordonnées sur un porte-pièce ou ailleurs. Ouais, non, c'était vraiment sur la partie mobile. Ok. Donc en fait, donc tu as la construction d'un repère qui est déjà entaché par la précision de ta machine. Ouais. Ok. Ça, c'est pareil. Est-ce que c'est des choses qu'il faudrait pas étudier? Ça pourrait être intéressant justement d'avoir la construction d'un repère qui soit complètement indépendante qui soit une mesure complètement indépendante de ta mesure d'identification. Et il y a des gens au LURPA qui avaient fait ça, notamment avec non pas un laser tracker, mais un laser traceur de la société Talon. C'était Martin Camboulive à l'époque, et il a construit son repère indépendamment, avec un jeu de données qui était indépendant du jeu de données qui allait permettre de qualifier la géométrie de la structure. Ouais. D'accord. Et puis, alors, je vais avancer rapidement. J'avais aussi une remarque sur le calcul du résidu. J'aurais bien aimé avoir l'expression du résidu, parce que bien souvent, de manière très rapide, on dit qu'on fait une différence entre un modèle et un autre, et finalement la différence elle est pas si triviale que ça. Donc ça aurait peut-être mérité une petite modif, un petit laïus sur le rapport. Je vais finir par une dernière question là, avant de redonner la main au président du jury. Sur une structure sérielle, il y a énormément de choses qui sont faites dans la communauté, et notamment dans la communauté machine d'usinage. Et il y a la norme ISO 230 qui fait un descriptif des erreurs géométriques d'axe, que ce soit axe de rotation ou axe de translation. Ouais. Est-ce que tu as étudié ce que proposait la norme internationale au sens large du terme, ou est-ce que finalement tu t'es positionné sur une définition complète, même si à mon avis, elle était redondante, et puis tu as supprimé certaines redondances par ton analyse. Est-ce que tu as jeté un œil sur ce qui était proposé par la norme? J'ai pas regardé les normes sur les machines architecture sérielle. Ok, ouais, c'est dommage. C'est dommage, d'autant plus qu'avec avec ta directrice de thèse, tu aurais pu avoir accès à certains documents.
Effectivement, parce que la norme, elle reprend les mêmes idées que tu as eues en reprenant référence à Post et Dufay, hein, sur Les invariants, ouais. les invariants de liaison, hein. Donc, elle est bien positionnée comme tu l'as proposé avec 4 paramètres pour une pivot et 2 paramètres pour une liaison glissière. Alors, elle ajoute d'autres choses, elle ajoute des constantes, notamment au niveau du paramètre articulaire. Oui. Donc, une composante pour la translation et puis une composante angulaire dans la direction naturelle de la liaison pivot. Et puis ça, c'est des choses qui sont soit utilisables, certains les utilisent, d'autres les utilisent pas. Et puis j'ai envie de dire, c'est un paramètre que l'utilisateur, du moins l'utilisateur aguerri, mais c'est un paramètre qu'on peut moduler dans la commande numérique. Ouais. D'accord. Et justement, dans cette norme-là aussi, la norme propose une réduction. Donc pour éviter ces redondances entre paramètres, hein, ce que soulignait Stéphane Caro tout à l'heure, elle propose des réductions de modèles. Ou du moins, si on peut appeler ça un modèle, mais dès lors qu'on a déjà un paramétrage, on est déjà sur de la modélisation. On essaie déjà de modéliser le réel. Mais elle propose des réductions. Alors, encore une fois, c'est sur de la structure sérielle. Mais il y a peut-être des choses à prendre en termes de méthodologie, en termes de concepts ou de critères purement géométriques ou mathématiques. Et puis, essayer de les adapter à une structure parallèle. Mais déjà, ces réductions de modèles, tu aurais déjà pu les utiliser pour la partie sérielle du triptyque. Ouais. Et ici, j'en ai une autre dernière parce que, encore une fois, ce qui nous anime, c'est quand même la recherche appliquée. Hein. C'est qu'elle a un effet d'un point de vue industriel. Je ne sais pas s'il y a des industriels qui sont là aujourd'hui, mais est-ce que vous avez identifié au travers du projet ou avec les collègues du laboratoire, est-ce que vous avez identifié des industriels utilisateurs? Et quel est le secteur d'activité qui utilise ce genre de structure parallèle? Alors, si je me souviens bien, il y a une entreprise qui a contacté il n'y a pas très longtemps Hélène pour justement refaire une machine type Tripteor. Alors, j'ai pas trop suivi ça, mais il y a des gens qui travaillent dessus. Ok, et le secteur d'activité? J'ai pas du secteur d'activité qui utilise ce genre de structure? Il semblerait que l'automobile utilise ouais, et puis l'aéronautique. Et puis en parlant de panneaux sandwich, oui. on sent bien l'aéronautique oui, aussi utiliser ce genre de structure. Mais tu vois, pour une mise en contexte, même si la mise en contexte aussi bien dans le manuscrit que sur la présentation était là et faisait du bien aussi pour rentrer dans le dur, hein, parce qu'après c'est vraiment du dur, hein, du lot. Moi j'aurais bien aimé voir qui est utilisateur de ce genre de machine et puis quel est le marché de ce genre de structure. Ouais. Ok, bon, en tout cas, je te félicite encore sur les travaux qui sont loin d'être faciles, qui amènent beaucoup de questions, avec des mesures aussi qui sont pas toujours simples, en plus de toute la dose géométrique, mathématique et mécanique que tu as su mener. Et puis je remercie également les membres du jury et puis l'encadrement de m'avoir associé
à cette journée d'aujourd'hui et puis la confiance que peut m'amener Hélène depuis un certain temps déjà. Merci. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci Fabien pour ces questions. Donc, effectivement, on a eu beaucoup de questions. Je ne vais pas essayer d'en rajouter trop, mais malheureusement, il y a le Transparent 44 qui m'a fait un peu avoir